Notre invité suivant, lui aussi, donc, s'est attaqué à une traversée. Donc là, on a eu une traversée du Danube, une traversée d'une mer, une traversée d'un océan, du passage de Drake. Lui, il s'est attaqué à une traversée de l'Europe. Mais comme vous allez voir, les choses ne se sont pas du tout passées comme il l'avait prévu. Merci d'applaudir très fort Mathieu. Bonsoir. Alors, je vais vous faire un aveu. Moi, je suis assez stressé d'être là devant vous, parce que normalement, en fait, je m'exprime pas devant autant de personnes. Moi, je m'exprime avec le dessin, parce que c'est ce que je fais. Donc, je suis dessinateur, et c'est ce que j'aime depuis que je suis tout petit. À 13 ans, j'ai pris mes premiers cours de dessin. C'était ma meilleure amie qui m'avait amené à ces cours-là. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. J'avais l'impression un peu quand même de savoir dessiner. Enfin, c'est ce que mes parents me laissaient entendre. Et donc je suis arrivé dans ces cours de dessin à la médiathèque de mon village. Et le professeur de dessin, c'était David Sala. Donc David Sala, c'est un auteur de bande dessinée et illustrateur extrêmement talentueux. Donc je me suis vite rendu compte qu'en fait je savais pas du tout dessiner comme il le fallait et que mes parents m'avaient un peu berné, quoi. Donc il allait falloir s'améliorer. Donc j'ai pris des cours de dessin avec David pendant 5 ans et en parallèle, moi j'avais accès ma scolarité pour devenir architecte. On m'avait demandé, quand j'étais au collège: «Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes bien dessiner? Bah, tu seras architecte». Donc moi, j'ai dit: «OK». Sauf qu'à 18 ans, avec le bac en poche, quand il a fallu, entrer dans les écoles, d'architecture, je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas du tout être architecte, mais je voulais, dessiner, bah, la vie, les paysages, les gens, je voulais faire comme David, quoi. Donc je suis allé voir David et je lui ai demandé: «Est-ce que tu penses que j'ai le potentiel, pour faire comme toi, quoi, pour être dessinateur, pour m'en faire mon métier?» Pour moi, c'était le rêve, quoi. Donc il m'a dit: «Oui, je pense que tu as le potentiel, mais par contre, il va falloir bosser, quoi. Il va falloir aller en école d'art». Donc je me suis, dirigé vers une école d'art après que mes parents m'aient soutenu, à Lyon pendant 4 ans. J'ai appris le dessin et là, c'était trop bien parce que je faisais ce que j'aimais tous les jours, de 8 heures à 18 heures, du dessin et enfin j'étais, dans ce que j'aimais. Ça a duré 4 ans et en fait, quand je suis rentré dans cette école-là, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Si je voulais être, dessinateur pour, la jeunesse ou si je voulais être auteur de BD ou si je voulais faire des dessins animés et en même temps que mon dessin s'affinait pendant mes études, mes envies aussi, se sont affinées et je me suis rendu compte que ce que je voulais faire, c'était auteur de bande dessinée. Raconter, des histoires par le dessin, émouvoir les gens, leur apporter, de la joie, de la mélancolie aussi, des toutes ces émotions, par le dessin et le récit. Je me suis dit: «C'est incroyable, ce serait un rêve incroyable, quoi» et j'en étais même venu, à rêver, un petit peu plus fou, de me dire peut-être qu'un jour, si je travaille assez fort, à 40 ans ou à 50 ans, je pourrais être, édité dans la même maison d'édition que mon professeur David Sala, qui est la maison d'édition Casterman. Pour ceux qui ne le savent pas, Casterman, c'est Tintin, Corto Maltese, Le Chat de Gueuluc, donc grosse maison d'édition, quoi. Mais là, en fait, j'avais 23 ans, je sortais à peine d'études et en fait, j'étais loin d'être édité par Casterman et je savais très bien ce qui allait m'attendre, en fait. Une vie d'artiste précaire, à galérer à rembourser un prêt étudiant, à essayer de trouver un style graphique, à essayer d'avoir des contrats. Et donc, ça allait être un peu le chaos, quoi. Donc j'avais prévu le coup, je me suis dit, 1 an avant de finir mes études, je me suis dit: «Je vais avoir besoin d'une petite parenthèse, de reprendre un peu mon souffle après les études et avant d'entrer dans cette vie chaotique, d'artiste, raté». Donc je me suis dit, je suis allé voir mon meilleur ami et je lui ai dit: «Bah, voilà, Christophe, dans 1 an, toi, tu fais une année de césure, dans tes études de médecine et moi, je finis mes études. Qu'est-ce que tu en penses de réaliser notre rêve, qu'on avait en commun, ce qui était de traverser, l'Europe en van ou en camping-car?» Alors il m'a dit, «Bah, ouais, banco, quoi». Donc pendant 1 an, on a préparé ça ensemble. On a prévenu, notre famille, nos amis, moi j'avais même, imaginé peut-être, me servir de ça pour recréer une bande dessinée ou, une histoire et donc on prépare ça pendant 1 an. On choisit, nos trajets, les villes par lesquelles on veut passer, donc de Strasbourg à Tchernobyl en, 3 mois et surtout en fait on va, grâce à nos parents, acheter un camping-car
incroyable, des années 80, enjoliveur chromé, velours, pompons, enfin vraiment hippie rock and roll à souhait, quoi. C'était tout ce qu'on avait envie, un peu le road trip américain, mais en Europe. Et donc, au bout d'un an, je sors avec mon diplôme en poche, on se prépare à partir. On était super contents, on avait vraiment envie de vivre ce moment d'amitié ensemble. Et 2 jours avant le départ, moi je me dis, j'ai jamais dormi dans ce camping-car. Donc je sais pas si on a tout ce qu'il faut pour être confortable. Donc c'est-à-dire les couvertures, les coussins, etc. Donc je me dis, bon, je vais prendre le camping-car et je vais récupérer un ami à 1 heure de chez moi, et puis on va aller sur la colline derrière le village avec des bières, refaire le monde et dormir dans le camping-car. Donc je récupère mon ami, on commence à monter cette petite colline derrière le village. Et là, je sens qu'il y a un problème, quoi. J'arrive plus à passer les vitesses. L'embrayage est bloqué. Bon, alors je me dis, ça peut arriver sur ces véhicules anciens des années 80, il y a quelque chose qui se bloque, peut-être qu'on va devoir réparer, déplacer le départ d'une semaine, mais bon, ça va le faire. En même temps, je vous annonce, je dors pas très bien quand même, hein. J'ai un peu peur que tout soit tombé à l'eau. Donc le lendemain, j'amène le camping-car au garagiste, et là, le diagnostic tombe, l'embrayage était cassé. Donc, camping-car anglais des années 80, il fallait trouver la pièce sur Internet, parce qu'il n'y en avait pas en France, la faire venir, faire réparer le camping-car. Temps estimé de la réparation, 1 mois et demi à 2 mois. Et 2 000 € de réparation, donc c'était notre budget essence, quoi. Donc là, c'était plié, quoi, en fait. On n'allait pas partir. 2 jours avant le départ, on sera même pas sorti du village, quoi. Et le moment le plus dur, en fait, c'était d'appeler mon meilleur ami et de lui dire, bah voilà, Chris, je suis désolé, mais on part pas, quoi. Et là, tout s'effondre. En fait, on savait qu'on n'allait pas avoir le temps de refaire ça parce que lui allait reprendre ses études de médecine. Moi, j'allais entrer dans ce chaos artistique. Et donc, on est un peu dépité, un peu déprimé. Moi, je suis un peu mutique. Et au bout d'une semaine, on se rencontre et on se dit, bon, il faudrait quand même partir, quoi. Et essayer de vivre un moment d'amitié et puis prendre l'argent qu'on a et puis faire quelque chose. Donc, on décide d'aller 1 mois en Italie en sac à dos. On se dit, bon, soleil, pizza, pasta, ça doit pas être trop mal. Et donc, on part pendant 1 mois. Et en fait, ça va être incroyable. Ça va être un voyage fantastique avec une grande amitié. On va traverser des paysages sublimes, être confronté à l'art, l'architecture, la gastronomie de ce pays, le soleil, les paysages. Et on va finir en fait ce voyage par la ville de Naples. Et moi, Naples, je voulais pas y aller au début parce que j'avais entendu pas mal de choses négatives. C'est dangereux, c'est sale, il y a la mafia, etc. Mais Christophe, il m'a dit, bon non, il faut quand même y aller parce que moi j'ai bien envie, on m'a dit des belles choses là-dessus. Alors je me dis, bon, ok, on y va, je lui fais plaisir, on va à Naples. Au bout de 2 heures dans la ville, je tombe amoureux de Naples. De son chaos, de son énergie, de la baie, du Vésuve, des îles, etc. Enfin, pour moi, c'était incroyable. Et en rentrant en France, on a même prolongé un petit peu pour passer plus de temps à Naples. En rentrant en France, je me dis, un jour, je vivrai dans cette ville. Nouveau rêve sur la liste des rêves, va falloir mettre un peu le turbo parce qu'il y en a un paquet qui s'ajoute là. Donc je rentre en France et là donc la vie d'artiste raté commence. J'ai pas de contrat, j'ai du mal à trouver un style. J'enchaîne les petits boulots pour rembourser mon prêt étudiant. C'est vraiment un peu difficile. Mais 1 an après, je rencontre une fille et je tombe très amoureux de cette fille et elle tombe amoureuse de moi aussi. Donc là, j'avais pas de travail, pas d'argent, mais j'étais amoureux, donc tout allait bien. On allait vivre d'amour et d'eau fraîche. Entre-temps, j'arrive à trouver un contrat pour faire un premier roman graphique, mais c'est difficile, laborieux, ça fait un flop. J'ai l'impression, après ce roman graphique, de retourner à la case départ, d'avoir encore plus de doutes sur ce que je fais là, dans ce métier-là. Mais avec l'argent que j'avais réussi à mettre de côté, on décide avec ma compagne de partir s'installer à Naples. Alors là, pareil, j'étais le plus heureux des hommes. J'étais dans la ville que j'aimais, avec la femme que j'aimais. Qu'est-ce qui pouvait arriver de terrible? Rien. J'étais aux anges. Et on arrive fin 2019 et on commence durant l'hiver à appréhender un petit peu la ville, à prendre nos habitudes et puis surtout à préparer le printemps, quoi, à se dire bon ben avec les beaux jours, on va découvrir l'Italie, on va aussi apprendre la plongée, on va aller sur les îles, on va grimper sur le Vésuve, enfin voilà, on a des centaines de trucs prévus, quoi. Sauf que début 2020, on entend parler d'un truc en Italie, coronavirus.
moi, je sais pas ce que c'est le coronavirus. Bon, une sorte de grippe, ça va passer. On se l'est tous dit, hein, ça va passer. Et le 11 mars 2020, jour d'anniversaire de ma compagne, confinement en Italie. Pour l'ambiance anniversaire, je vous le conseille, hein, le confinement, hein, c'est top, hein. Donc là, on se dit, bon, 7 jours. En plus, c'était le premier pays confiné en Europe, donc on savait pas trop à quoi s'attendre. Et donc, on se dit, bon, 7 jours, ça va passer, 15 jours, ça va passer. Finalement, 2 mois et demi après, on est libérés. Euh, Mon couple a pris un coup dans l'aile. J'ai perdu quelqu'un dans ma famille à cause du Covid. Donc, on décide de rentrer en France parce que ça n'a plus de sens de rester dans cette ville dévisagée, complètement changée par les masques et les magasins fermés. Donc je rentre en France et là, c'est la grosse déprime parce que j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent toujours, hein. Et ma compagne, en fait, elle habite à Lyon, moi j'habite à Strasbourg, donc elle est loin. Et surtout, en fait, l'Italie me manque terriblement parce que j'ai pas vécu cette Dolce Vita que j'avais envie de vivre, cette expérience napolitaine. Donc je me dis, bon, comment est-ce que je pourrais retourner en Italie sans y être? Eh ben, par le dessin. Donc je commence à me dire, bon, il faudrait que j'écrive une histoire qui me permette de dessiner l'Italie. Donc j'ai une trame un petit peu globale, je commence à vouloir écrire, mais en fait, j'arrive pas du tout à écrire parce que je suis coincé dans ma tête, je suis coincé dans mon corps, je suis coincé chez mes parents. Le second confinement arrive, je suis pas bien et j'arrive pas à travailler. En fait, je pense que je suis en dépression, quoi. Et donc ça, 6 mois passent, 7 mois, 8 mois. Et je me dis, faut que je m'évade, en fait. Faut que je fuis cette situation-là. Et donc, en fait, j'avais déjà la trame globale de mon histoire. C'était l'histoire d'un homme qui perdait sa compagne et qui est donc allé sur les traces de leurs souvenirs et de leur amour en Italie, jusqu'à l'île de Stromboli, lieu de naissance de sa compagne. Et donc l'île de Stromboli, c'est une île volcanique avec un volcan donc au large de la Sicile. 25 km² avec un volcan dessus, hein. Donc c'est vraiment très petit. Alors je me suis dit, c'est parfait là pour m'isoler et puis retrouver un petit peu la solitude et le calme. Et donc en 2 jours, je prends mes billets et Covid aidant, j'arrive à trouver une maison pas trop chère à louer là-bas pour travailler. Et me voilà parti en bus, en train et puis en bateau jusqu'à l'île de Stromboli en Sicile. Donc j'arrive devant l'île, il faisait un temps exécrable. Moi, je pensais que ça allait être les vacances. J'avais pas pris de pull, pas de veste, rien. Il fait 5 degrés, il y a une tempête. Je me retrouve devant le volcan. Il fait nuit. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Je fous ma vie en l'air, quoi. Je devrais être chez moi en train de bosser, quoi. Donc j'arrive sur l'île et je savais pas du tout combien de temps j'allais y rester. 2 semaines, un mois, je savais pas. Et en fait, je vais y rester 3 mois sur cette île. 3 mois durant lesquels je vais rencontrer des personnes extraordinaires. Je vais rencontrer Philippe, un de mes meilleurs amis maintenant, un pilier dans ma vie. Je vais voir des paysages sublimes, des volcans en éruption, des dauphins depuis la terrasse. Je vais rencontrer des pêcheurs siciliens qui pêchent depuis l'âge de 9 ans à la rame. Je vais me faire des amis. Et surtout, en fait, je vais réussir enfin à finir mon histoire, à finir de l'écrire. Donc j'avais un petit carnet où j'écrivais un petit peu voilà tous les dialogues, les pages de BD, et cetera. Et je rentre avec ça en France au bout de 3 mois, requinqué, sauvé un petit peu par cette île. Et donc je me mets dans le travail de faire toute la bande dessinée au brouillon. Donc c'est-à-dire faire le storyboard, 200 pages au crayon pour pouvoir la présenter à des éditeurs. Et donc je mets 6 mois à faire ça et début 2022, je vais au Festival international de la BD à Angoulême pour présenter mon dossier. Et donc là, c'est en mois de février, on se gèle, on fait la queue à partir de 7 heures jusqu'à 11 heures pour peut-être avoir un ticket d'un rendez-vous l'après-midi avec un éditeur. Et donc je fais cette queue, j'ai mon ticket, je regarde le ticket, Casterman. Casterman, souvenez-vous, c'est la maison d'édition de mon prof de dessin de quand j'étais enfant, quoi. Et donc je me dis: «OK, c'est foutu, quoi. J'ai jamais présenté mon projet à qui que ce soit, là c'est Casterman, bah, c'est plié, je vais retourner, trier les pommes de terre, quoi». Et j'y vais quand même avec un maximum de stress, avec ce dossier-là. Et donc pendant l'entretien, j'ai chaud, j'ai froid, je sue, je vois pas bien. Je me dis: «C'est le stress» et en fait j'avais le Covid et ouais, encore lui. Et donc à travers mes yeux vitreux pleins de Covid, je me rends compte qu'en fait ça plaît, quoi. On me donne une carte de visite, on me prend la mienne, on me dit: «On va vous rappeler».
Généralement, dans ces cas-là, on vous rappelle pas, hein. Donc, je rentre chez moi, retour à Strasbourg, 1000 kilomètres. Je me dis: «Bon, bah, j'ai raté mon coup avec Casterman pour cette fois, peut-être dans 10 ans, quoi». Et en fait, au bout d'une semaine, je reçois un coup de téléphone et c'est, Nathalie, éditrice chez Casterman, qui me dit: «Bah, voilà Mathieu, moi j'ai lu ton projet et ça me plaît. J'ai envie de travailler avec toi. Par contre, maintenant, il va falloir convaincre Benoît Mouchard, directeur éditorial de la maison Casterman et Charlotte Gallimard, directrice des éditions Casterman». Et alors là, je me dis: «Gallimard? Non, mais avec mon petit truc là, faut que je convainque Gallimard?» Bon, alors c'est mort de chez mort cette fois-ci, quoi. Donc j'attends, le temps passe un petit peu et donc au bout de 10 jours, je reçois un autre appel et en fait, bah, c'était bon. Tout le monde avait été convaincu et on m'offrait un contrat avec la maison d'édition Casterman. Donc je signe ce contrat. Je travaille pendant 2 ans à faire, cette bande dessinée, donc 180 pages, toutes faites à l'aquarelle. Et en mai 2024, donc cette année, est sorti Silence d'amour, donc cette histoire que j'ai écrite sur l'île de Stromboli, dans la maison d'édition Casterman, la même que David Sala, mon prof de dessin et maintenant ami et mentor de quand j'avais 13 ans. Hem et en juin, on a été invités tous les 2 dans un petit festival, de bande dessinée dans mon village natal, organisé par la médiathèque où j'ai appris le dessin, pour signer et dédicacer nos livres côte à côte. Et voilà, en fait, je suis, auteur de bande dessinée, édité par Casterman. J'ai pas dû attendre d'avoir 40 ans ou 50 ans, j'en ai 31. Et je n'ai de cesse de me demander, en fait, qu'est-ce qui se serait passé si cet embrayage de camping-car n'avait pas cassé? Je ne serais pas allé en Italie, en fait. Je ne serais pas tombé amoureux de la ville de Naples. J'aurais pas déménagé à Naples. J'aurais pas vécu le Covid à Naples. J'aurais pas ressenti ce besoin de mettre l'amour que j'avais pour ce pays dans un livre. J'aurais pas écrit Silence d'amour. J'aurais pas été édité par Casterman. J'aurais pas signé avec David Sala dans mon village d'enfance. Et je serais pas là ce soir pour vous en parler. Donc, tout ça pour vous dire que parfois, en fait, quand on attend un petit peu, quand on prend le temps et qu'on prend du recul, les échecs et les obstacles du passé, s'avèrent être en fait des chemins dérobés qu'on a pris pour réaliser nos rêves. Voilà. Merci de m'avoir écouté.